Donc, bienvenue dans les entretiens de la régénération. Je suis Marianne Bernasconi et je m'intéresse aux pratiques et visions du monde qui permettent de régénérer notre planète plutôt que de la détruire. Et dans cette optique, j'interviewe un certain nombre de personnes par rapport à leur vision, par rapport à la façon dont elles agissent dans leur quotidien ou à travers leur travail pour avoir une empreinte positive sur le vivant. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Charlotte Talegani qui travaille pour la société Rani et qui a la particularité d'avoir le titre de responsable du dialogue et du développement durable. Et on va justement en parler. Donc merci beaucoup Charlotte de participer à cet entretien. Déjà, la première question, ce serait de savoir qu'est-ce que c'est qu'un responsable du dialogue et comment est-ce que tu en es venu à rejoindre la société Rani. Alors, merci à toi, Marianne. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité pour échanger lors de ton podcast. Alors, comment on en vient à être responsable du dialogue? En fait, je suis entrée chez Rani en fin 2013 comme chargée de communication. J'étais au début de ma carrière professionnelle et j'avais à peine entendu parler de la RSE lors d'une mission précédente, mais en fait, ces bribes d'informations que j'avais déjà glanées à ce moment-là m'ont vraiment m'ont marqué et lorsque je suis arrivée dans l'entreprise Rani pour faire de la communication, j'avais vraiment cette intention, cette envie aussi d'intégrer la RSE, notion qui était qui balbutiait dans les entreprises et que je trouvais vraiment hyper pertinente. En fait, j'ai tout de suite su rattacher la RSE et le sens que ça allait pouvoir donner dans le métier des uns et des autres et dans le mien, à commencer par le mien. La communication, c'est vraiment un exercice. Moi, je fais de la communication institutionnelle au départ et c'est un exercice qui est pour moi très proche des toutes premières pratiques en RSE, en responsabilité sociétale, et qui consiste à s'interroger finalement sur qui on est et sur le rôle qu'on va avoir dans la société et les responsabilités qu'on a à prendre en charge. Et donc, c'est vraiment par le biais de la communication que j'ai intégré ces propos-là, enfin, ces objectifs de RSE. Et donc, de la communication au dialogue, il n'y a qu'un pas. Et au fil de mon évolution dans l'entreprise, j'ai eu la chance, mais je veux pas en dire trop pour cette première question, peut-être qu'on va s'en réserver pour plus tard. J'avais vraiment envie de poursuivre le travail de communication, mais dans ce cas-là, d'échange, de réciprocité avec notre écosystème et voilà. Et en RSE, le dialogue avec les parties prenantes, c'est vraiment une pratique centrale, une pratique clé que je cherche à valoriser au quotidien, dans mon métier. Alors, même question par rapport à Rani. Comment une société d'éclairage public en est-elle venue à adopter, on y viendra aussi, une démarche aussi ambitieuse, déjà dans un premier temps de dialogue avec ses parties prenantes. Pourquoi est-ce que c'est important dans cette filière-là d'avoir ce niveau de dialogue? En fait, je pense que c'est important partout, mais en éclairage, dans la filière éclairage public, il y a une filière finalement un petit peu pas fermée, mais en tout cas, pour l'instant, un petit peu à l'écart du grand public. C'est un domaine où on a besoin de se connaître, d'après moi, de connaître les réalités des uns et des autres, parce que l'aménagement des espaces publics, l'aménagement de l'éclairage nocturne ne peut pas se faire avec une vision parcellaire du problème. On est de multiples acteurs qui avons chacun, certes, des objectifs propres à notre activité, mais au final, l'objectif commun, il est de rendre service à la communauté, il est d'éclairer les espaces publics. Et aujourd'hui, il y a des enjeux qui doivent être partagés, il y a des responsabilités qui doivent être partagées. Donc pour moi, c'est fondamental qu'on travaille main dans la main. C'est pas pour rien que le 17e objectif de développement durable, c'est l'objectif qui est au service de tous les autres. Partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours de pouvoir être dans l'échange, l'interaction, la co-construction, parce que sans ça, je pense qu'on n'ira pas bien loin. Donc, donc Rani a naturellement, finalement, compris par l'exercice, hein, en pratiquant ce dialogue, a compris les intérêts que ça pouvait apporter à toutes les parties prenantes et à tous nos propres objectifs stratégiques qui sont des objectifs commerciaux, des objectifs de notoriété bien sûr, mais aussi des objectifs de pérennité. Et donc avec ce dialogue, on vient
on vient imposer une réflexion qui va au-delà du court terme. Et c'est ça qui, je pense, a permis à la direction de Rani de comprendre qu'on avait un pouvoir de créer de la valeur avec notre écosystème, de créer des choses vraiment plus grandes que nous. Et ça, c'est un discours qui est relativement rare par rapport à un grand nombre de sociétés. Cette notion de voir à long terme, cette notion de création de valeur. Donc, quelles sont les conditions, à ton avis, de Rani? Qu'est-ce qui a été fertile finalement au sein de Rani et qui permet d'avoir cette vision, cette façon de penser l'entreprise? En premier lieu, Rani, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1927. Donc, on n'est pas loin du centenaire. Et donc, vraiment, l'histoire familiale, le patrimoine que que l'entreprise, le patrimoine immatériel que l'entreprise a acquis simplement en étant, en existant, en survivant parfois, parce que quand on est en date de 1927, ben, on traverse des périodes de guerre, on traverse des crises importantes. Voilà, c'est une famille qui a une résilience, qui a su faire preuve de résilience tout au fil de son histoire. Et bah donc, je pense que là déjà, il y a cette notion de pérennité, elle est ancrée. Et donc, arrivé aux années 2010 avec 2000-2010 avec la cinquième génération, il y a cette conscience d'avoir un héritage très très fort et alors ça tient peut-être aussi de la personnalité des humains qui font l'entreprise, mais la famille Rani, en tout cas, a toujours eu en ligne de mire vraiment la préservation de ce patrimoine-là. Et on dit souvent que les nouvelles générations, elles viennent et puis elles disent, soit elles dilapident le bien acquis. Non, alors, chez nous, on n'est pas dans cette optique-là et on a des générations qui qui viennent s'ajouter à l'histoire. Et je pense que ça, c'est le terreau le plus fertile, de se dire, je veux continuer à faire perdurer cette histoire-là. Et puis après, l'histoire familiale, ça donne aussi des valeurs, ça donne un esprit de famille finalement qui va au-delà du cercle familial restreint. Et les Rani, à une époque, ils étaient neuf de la même famille, et ils ont su vraiment euh, véhiculer ça au sein des équipes. Donc oui, moi je peux l'affirmer. Alors j'aime Rani et quand on vient travailler chez Rani, on se sent un petit peu comme à la maison et ça c'est quelque chose qui nous permet de développer des idées, d'être entendu lorsque l'idée paraît intéressante et pertinente. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a aussi l'intérêt de Marcel Rani lorsqu'il m'a accueilli. Il avait un peu cette sensation que la RSE c'était quelque chose qu'il avait en lui en fait. On dit hein, la RSE c'est beaucoup du bon sens. Bah, quand on mène une entreprise familiale au-delà des générations, il en faut du bon sens, il en faut de la responsabilité. Donc je pense que tout ça c'est un mix qui a fait que le terrain était totalement fertile. Donc là, on parle beaucoup de l'interne. D'ailleurs, je pense que ça peut susciter des vocations. Ça donne envie de rejoindre l'aventure, rejoindre la famille Rani. Donc on voit, comme tu dis, cette notion de long terme, elle vient aussi du passé et elle permet de se projeter, un long passé qui permet de se projeter dans un long futur. Donc ça, on va dire, c'est pour le côté humain. Il y a un autre sujet qui est très important pour Annie, c'est la notion de vivant et de protection du vivant, Mhm. puisque Tout à fait. effectivement, l'activité impacte directement le vivant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion de pollution lumineuse? Oui, bien sûr. Bah oui, alors donc quand on travaille au discours institutionnel, recréer le contenu d'une marque, l'identité, ben tout de suite on comprend que l'activité qu'on a, qui est d'éclairer les espaces publics, a des avantages et des inconvénients. Et donc vis-à-vis de la pollution lumineuse, en 2010, 2013, 2015, les consciences s'éveillaient progressivement sur les impacts de la lumière nocturne, la lumière artificielle sur la biodiversité. Donc chez nous, ben, on a rapidement compris que ça allait être un sujet important dans les années qui suivraient, que nos clients allaient être de plus en plus sensibilisés et que des associations aussi, le monde associatif était en train de se mobiliser. Alors d'une part, il y avait la problématique des espèces nocturnes et puis d'autre part, il y avait la problématique de la voûte céleste et de la disparition des étoiles.
Il a paru naturel de ne pas faire l'autruche, en fait, et de se dire, oui, ok, on est conscient de cet impact-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le réduire? Et là, je rejoins finalement les réponses que j'ai posées que j'ai apportées à tes premières questions. C'était pour répondre à ces enjeux-là aussi qu'il fallait jouer collectif, qu'il fallait se montrer responsable, conscient de ses responsabilités. Et donc, on a rapidement compris que finalement, il fallait apporter des réponses à ces problématiques. Les technologies d'éclairage ont évolué, nous ont permis d'être un petit peu plus rigoureux, même beaucoup plus rigoureux sur la façon dont on allait pouvoir éclairer. Et donc, on a commencé à pouvoir interagir avec ces associations, avec des élus de plus en plus sensibles à ces problématiques-là. C'est aussi parfois telle commune engagée sur la protection des chauves-souris, par exemple, qui va nous challenger, nous dire attention, moi je veux éclairer, mais on a des chauves-souris. Est-ce que vous êtes au courant que ça pourrait éventuellement les perturber? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc finalement, c'est ces échanges et ce dialogue qui font qu'on arrive à générer des solutions vertueuses pour les uns et les autres. Donc voilà, l'idée de se dire que notre impact le plus significatif, il est sur la biodiversité, pour nous, c'est naturel d'agir puisque on veut continuer à travailler et on veut pouvoir contribuer à un monde plus durable aussi. Donc, tu as parlé de la biodiversité de la voûte céleste. Et il y a un troisième aspect, mais qui rentre dans la biodiversité peut-être, c'est aussi la santé humaine. Oui, tout à fait. Oui, mais les recherches se multiplient et on sait qu'il y a encore beaucoup de travail pour comprendre ce que la lumière va faire sur nos sens, sur notre corps, sur notre mental, sur notre capacité à travailler, à vivre, à échanger, à dormir. On sait que la lumière du jour, la lumière du soleil est vitale pour la vie. Vitale pour la vie, elle est vitale en tout cas. Euh, mais voilà, est-ce que l'obscurité ne l'est pas tout autant? Et le rythme circadien, les questions de lumière bleue, les questions de sommeil, il y a beaucoup de choses à explorer et la recherche est en train de se pencher sur toutes ces questions. Le problème, la problématique, c'est que la technologie, elle veut aller très vite. Mhm. Donc c'est parfois compliqué de se réfréner, de se donner le temps, de se laisser le temps d'attendre, mais parfois il est, comme disent certains, urgent d'attendre. Et alors, ce qui est un autre paradoxe qui est très intéressant, c'est de se dire plus l'activité, enfin, plus Rani se développe, et plus potentiellement elle développe un impact négatif, tout en ayant la volonté de minimiser son impact. Alors, comment est-ce qu'on résout cette équation? Alors, aujourd'hui, le parc d'éclairage public, donc là, on va faire un petit peu de pédagogie sur l'éclairage public et je pense que et là, je te remercie vraiment de me donner cette opportunité parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et nous, un de nos objectifs, c'est vraiment de sensibiliser toutes sortes de parties prenantes à ces problématiques-là. Comment on fait? On a l'aspect rénovation de la lumière. On a un parc d'éclairage en France qui est très vieillissant, qui consomme beaucoup d'énergie et qui ne va pas forcément et qui va générer une pollution lumineuse trop importante, trop impactante. Donc l'enjeu, il est beaucoup sur rénover l'existant, quitte à enlever des points lumineux. Et c'est tout à fait OK aujourd'hui pour nous de se dire, à tel endroit, la lumière n'est pas nécessaire. Euh, voilà, c'est OK. Par contre, attachons-nous à prodiguer un éclairage de bonne qualité là où on en met un ou là où on rénove. Donc là, c'est travailler avec les élus, avec les techniciens des services publics, avec les usagers pour redéfinir les usages des lieux publics. Où est-ce qu'on a besoin de lumière? Où est-ce qu'on n'a pas besoin de lumière? Donc je suis d'accord avec ce que tu dis. On va créer un nouveau lotissement, mais on va créer de nouveaux points lumineux. Et ça va générer finalement une pollution lumineuse croissante de toute façon. Donc, à nous de travailler avec les acteurs qui prennent les décisions et les acteurs qui utilisent ces lumières pour que la lumière ne soit présente que lorsqu'il y a un besoin. Et pour ça, on peut faire appel à des technologies de capteurs, de détection, de programmation, pour finalement que les outils s'adaptent à l'usage qu'on en fait.
Et je fais souvent la comparaison avec la maison, hein. On n'éclaire pas une pièce où il y a personne. Voilà, c'est pareil, c'est pouvoir mettre en œuvre un éclairage intelligent qui va s'adapter aux usages. Et moi, ce que je dis beaucoup et ce qu'on dit beaucoup, c'est que les technologies, les solutions existent aujourd'hui. Les fabricants ont énormément travaillé à proposer des solutions qui permettent vraiment d'apporter la lumière uniquement en cas de besoin. Et une lumière qui ne soit pas trop puissante d'ailleurs. On se rend compte qu'on vit très bien avec moins de lumière, mais une meilleure lumière. Et derrière, il faut qu'on puisse convaincre les gens qui prennent les décisions, qui achètent le matériel, d'où, et on en revient toujours à cette notion de dialogue, de pédagogie, de sensibilisation des acteurs. Donc, ouais, il y a vraiment une vraie logique de plaidoyer presque, de contribuer à cette transition dans la perception de la nuit, dans la perception de la lumière. Donc, on voit bien vraiment cette notion de relation partie prenante et l'importance de tout ce dialogue. Et dans oui, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais. Finalement, vous ne vendez pas d'éclairage, vous vendez son usage. Donc, ça fait penser au modèle qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où finalement, en fait, la réponse à ma question, c'est que vous décorrélez la croissance du produit pour vous situer vraiment sur cette notion de valeur et toute la partie conseil et pédagogie que vous allez pouvoir apporter pour pouvoir avoir De plus en plus. l'éclairage le plus adapté par rapport aux besoins en fonction de chaque Oui. collectivité. Oui, de plus en plus. Et je crois qu'en ça, on est dans vraiment, même si on n'est pas dans un modèle d'économie de la fonctionnalité, parce que pour l'instant, c'est pas le cas, hein, on vend bien aussi un support pour cette lumière-là. Je pense que c'est vers ça qu'on va, effectivement. Les territoires, demain, ils auront besoin de lumière particulière à tel endroit. Ils n'auront pas de réflexion sur la façon d'apporter cette lumière. C'est vraiment la lumière en elle-même qui compte et sa qualité et sa capacité à s'adapter aux usages. Donc on va vers ça avec des solutions intelligentes, avec des accompagnements précis pour dimensionner les projets d'éclairage, avec aussi une volonté d'aller davantage vers le conseil, tu l'as dit, Mhm. en étant peut-être davantage sur le service. Donc, on est une entreprise qui évolue au-delà du produit, on évolue vraiment vers le service et ce qui compte aujourd'hui dans notre process d'éco-conception. Évidemment, ça va être la préservation des ressources naturelles, la réduction des impacts du transport, mais ça va être énormément l'utilisation de notre produit. Comment on l'utilise? Est-ce que notre client, est-ce que l'usager de cet éclairage pourra y voir une pratique qui évolue, qui se remet en question. Est-ce que on va pouvoir re-questionner notre rapport à la nuit et notre rapport à la lumière artificielle? Et là, c'est une démarche qui va assez loin aussi. Alors, en témoigne l'événement que tu as piloté ou orchestré, je sais pas comment le dire, donc les rencontres de l'éclairage raisonné, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc, est-ce que tu Mhm. peux nous en dire plus, et notamment sur les annonces qui ont été faites? Oui, volontiers. Alors, on avait fait une première édition en 2022 et ça a aussi trait à mon envie de déployer des choses nouvelles au sein de Rani. Alors, je sais pas si c'est de l'audace ou de l'inconscience des fois, mais j'ai dit à ma direction, on va faire le premier événement RSE au sein de la filière éclairage, mais ce sera vraiment RSE dans le sens où on va inviter nos parties prenantes, dont certaines sont des contradicteurs, hein, il faut bien se l'avouer, et puis on va leur présenter nos priorités, nos stratégies, nos attentes, et on va écouter les leurs. Et en fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'une pratique fondamentale de la responsabilité sociétale en entreprise qui dit identifie tes parties prenantes, écoute-les et intègre leurs attentes à tes réflexions stratégiques. Donc le pari des rencontres de l'éclairage raisonné, c'est ça. C'est faire se réunir des acteurs qui ne se parlaient pas avant pour les faire échanger sur les contraintes qu'ils ont dans leur quotidien professionnel et sur la façon dont on peut mieux articuler les contraintes des uns et des autres. Donc là, l'idée, elle était de faire une deuxième édition davantage centrée sur les solutions pratiques, sur comment on adopte des solutions de durabilité et aussi, j'ai eu, merci, tu as eu la gentillesse d'accepter de modérer les tables rondes du matin. On a beaucoup parlé sociologie, sociologie de la nuit. La nuit a été un objet social oublié pendant des années parce que tout simplement elle nous fait peur et que l'être humain s'est construit de la peur du noir pour pouvoir se défendre.
Donc c'est quelque chose qui est ancré en nous et aujourd'hui on nous dit, bah, attendez, il faut réinventer tout ça, il faut à nouveau accepter la nuit, ne plus avoir peur. Bon, bref, ça pose des questions philosophiques, des questions sociologiques, des questions anthropologiques. C'est passionnant, je pourrais en parler pendant 2 heures. Euh, donc oui, on a profité de cette deuxième édition également pour montrer que la RSE chez Rani, c'est un processus de remise en question constante. On a décidé de devenir société à mission, c'est-à-dire d'ancrer notre volonté de sensibiliser un maximum de monde à l'éclairage raisonné à travers un statut juridique. Donc une entreprise à mission, pour rappeler rapidement, c'est une entreprise qui va intégrer dans ses statuts une intention positive pour le monde, de contribution au développement durable, en plus de son objectif premier qui est de faire du business et du profit. En faisant cela, on détermine des engagements statutaires qui vont être accompagnés de chantiers opérationnels et donc on engage notre organisation entière, à l'externe aussi, hein, pas qu'en interne, à mettre en œuvre des objectifs précis pour le développement durable. Donc nous, ces objectifs vont se centrer sur l'éclairage raisonné, sur l'épanouissement de nos parties prenantes, sur la valorisation du local, voilà, sur des valeurs fortes qui existent, mais aussi sur des choses qui vont nous challenger. Première annonce. Alors, pour bien clarifier, le passage n'est pas encore entériné. Nous travaillons à la constitution de notre modèle de mission. C'est important de le clarifier. Nous n'avons pas encore modifié nos statuts puisque nous tenons à construire un modèle de mission ambitieux mais réaliste avec nos parties prenantes internes et externes. Et donc, on va travailler vraiment à la définition de nos objectifs d'ici cette fin d'année pour déposer nos statuts début 25. Et la deuxième annonce, c'est le lancement d'une académie. Et là, bah, ça vient aussi faire écho à ce que j'ai dit précédemment, à ce besoin de mettre tous les acteurs de l'éclairage en ordre de marche. Et les acteurs et les actrices de l'éclairage, c'est aussi les usagers et les usagères, hein. C'est aussi nous, grand public, on est tous usagers ou usagères de l'éclairage. Cette académie va pouvoir former en interne à nos collaborateurs, mais aussi en externe, nos clients, les décideurs stratégiques, des parties prenantes un petit peu plus lointaines peut-être, spécifiquement la jeunesse aussi, sur bah, les enjeux de l'éclairage raisonné, sur qu'est-ce une bonne installation. Euh, on a la volonté de créer des partenariats dans le cadre de cette académie pour faire intervenir des experts aussi sur des sujets vraiment qui nous semblent centraux. Donc il y aura des guests, des invités qui viendront parler de leur métier. Voilà, le but c'est à la fois d'identifier pour le groupe peut-être les talents de demain, mais c'est aussi et surtout d'accompagner les projets existants vers de la qualité, du durable et, euh, et du sobre. Dit avec beaucoup d'emphase. Et ce Oui, qui est parce que probablement, ouais. j'insiste parce qu'on parle beaucoup de sobriété énergétique, mais pour nous, ce qui est prépondérant aujourd'hui, effectivement, la sobriété énergétique, on peut l'atteindre grâce à l'éclairage. Ça, c'est clair. C'est vraiment un outil formidable pour être beaucoup plus sobre dans nos consos. Mais c'est surtout la sobriété lumineuse qui nous tient à cœur, puisqu'aujourd'hui, il est important de comprendre qu'on peut être en sécurité, on peut bien vivre avec un peu moins de lumière la nuit, avec une lumière moins aveuglante, moins impactante, moins puissante, et ça au bénéfice de l'épanouissement des espèces sauvages. Alors, c'est quoi la différence entre la sobriété lumineuse et l'éclairage raisonné, s'il y en a une? Bah, il n'y en a pas vraiment. L'éclairage raisonné, c'est une formule qui est apparue dans les années 2013 ou 14, qui était déjà portée par quelques concepteurs lumière. Et les concepteurs lumière, c'est ceux qui se conçoivent comme un architecte, qui conçoivent nos installations d'éclairage pour des projets spécifiques et qui avaient perçu déjà ces enjeux hein, de préserver la voûte céleste, etc. Donc l'éclairage raisonné, c'est un éclairage conscient, équilibré, réfléchi. On n'est pas une lampe avec un interrupteur on-off. Non, on réfléchit d'abord à l'usage de l'espace qu'on veut éclairer et à l'installation d'un éclairage de solutions adaptées. La sobriété lumineuse, c'est l'idée de se dire que l'humain peut vivre la nuit
avec moins de lumière ou avec une lumière différente. Donc, c'est des choses qui ont beaucoup été évoquées aux rencontres de l'éclairage raisonné, la standardisation, l'éclairage très régulier, les températures de couleur assez fortes, les luminaires éblouissants. On est en train de remettre en question tout ça, de travailler sur des éclairages plus ponctuels, plus doux, des ambiances moins éblouissantes, des espaces publics réinventés. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, la sobriété lumineuse et l'éclairage raisonné sont évidemment deux notions qui sont interdépendantes. Très lié. Donc je reviens à cette idée d'académie et ça fait penser à une société qui a rien à voir avec l'éclairage et qui est dans le service à la personne, personnes âgées, et en fait qui a la particularité d'avoir une démarche de formation aussi. Et eux vont même jusqu'à former leurs concurrents. Donc ils ont une démarche très très innovante qui consiste à revoir la façon de euh, d'avoir des, comment dire, des personnes qui prodiguent les soins des personnes âgées, mais dans une démarche beaucoup plus humaine, beaucoup plus tournée vers les individus. Et eux se sont dit, on va faire progresser toute notre filière et ils vont même former leurs concurrents pour que eux-mêmes puissent changer leurs pratiques. Donc là, Ouais. je lance un défi. En tout cas, je pose la question, est-ce que l'Académie Rani pourrait un jour former aussi sa concurrence? Pourquoi pas? On aimerait qu'ils frappent à notre porte pour monter en compétence. Ça voudrait dire qu'on a vraiment réussi un beau challenge d'avoir cette expertise, de pouvoir la diffuser au plus grand nombre. Et puis donc nous, on est de toute façon toujours formés, enfin toujours volontaires pour dialoguer avec nos concurrents, nos confrères. On le fait dans nos syndicats de la filière, hein. Le syndicat de l'éclairage, c'est un syndicat qui réunit évidemment beaucoup de fabricants de l'éclairage public et ce travail d'échange, de discussion, il est fait. Après, de là à prodiguer des formations, il faudra en parler à l'équipe dirigeante et puis à nos managers, à ceux qui font l'académie aussi. C'est pas toujours évident. Moi, je pense que les filières professionnelles ont besoin de construire ensemble. Donc, pourquoi pas? J'adore cette ouverture d'esprit. On ne sait jamais. On arrive bientôt au terme de cet entretien. Donc, merci beaucoup, Charlotte. Est-ce C'est qu'il à y a toi. d'autres axes importants que tu voudrais communiquer par rapport à ce que vous faites? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La pollution lumineuse aujourd'hui, c'est surtout l'éclairage privé, l'éclairage tertiaire, l'éclairage industriel. Donc, moi, je voudrais vraiment mobiliser toute la population sur ces problématiques-là. Peut-être que vous êtes dans une ville où la mairie a décidé d'éteindre l'éclairage. Peut-être que vous avez eu le droit à une concertation, à un moment de dialogue, à une marche nocturne. Toutes ces pratiques-là, elles visent vraiment à faire prendre conscience d'un maximum de personnes des problématiques de pollution lumineuse. Là où on a un vrai challenge, c'est d'aller sensibiliser les grandes entreprises, les centres commerciaux, les grandes demeures qui ont de belles mises en valeur de leur parc végétal, par exemple, en pleine nuit, parce que les oliviers la nuit, voilà, ça a besoin d'être montré, c'est très beau. Mais voilà, tous ces sujets, non, je pense qu'il faut qu'on mobilise toute la société. Donc c'est le message que je passe à tous tes auditeurs et toutes tes auditrices de s'interroger sur les lumières qu'on a autour de chez nous, du rôle qu'on peut jouer dans leur réduction, des besoins qu'on a nous-mêmes d'éclairage et de pouvoir se remettre en question sur ces sujets-là. Ben, merci beaucoup pour ce message qui, j'espère, sera de plus en plus relayé. Parce que souvent, quand on voit de l'éclairage, on se demande un peu quelles sont les responsabilités et comment on pourrait faire évoluer. Et ce que j'ai appris en participant donc, aux rencontres de l'éclairage raisonné, c'est que cette pollution privée compte pour 50%, si je ne me trompe pas, de la pollution lumineuse. Donc vous, votre cible, c'est principalement les collectivités. Donc le public fait beaucoup d'efforts et reste aussi tout ce pan privé à mobiliser sur ces sujets. Exactement, oui, ben, c'est très bien dit. Et si on a des personnes au sein de ton auditoire qui travaillent dans des grandes entreprises avec des grands sites, très rapidement avant de conclure, pour donner un exemple, on a un territoire des Alpes de Haute-Provence qui cherche à devenir réserve internationale de ciel étoilé. Les points bloquants pour obtenir ce label aujourd'hui, ce sont les grands sites industriels des fabricants qui sont dans la vallée de la Durance qui ont des besoins très précis d'éclairage en termes de sécurité
sécurité, ça on l'entend. Mais voilà, aujourd'hui, les fabricants savent proposer une lumière qui ne va pas éclairer le ciel et qui va pas remettre en question la qualité de l'observation des étoiles. Donc tout ça, il faut que ça puisse être débattu et entendu par les acteurs privés. Et merci beaucoup pour ce point. Et juste avant de conclure, je voudrais parler du prochain entretien, donc, qui aura lieu dans 2 semaines. Ce sera avec Ariane Vitou, qui a aussi une approche, on va dire, territoriale et qui, elle, se pose la question de et si la culture était centrale pour la transition des territoires. Donc, on va passer de l'éclairage et de toute cette culture aussi de la nuit à une notion culturelle plus large, plus patrimoniale. Qu'est-ce qui va nous permettre, dans notre rapport au territoire, de réaliser, en fait, de réussir ces transitions. Donc, je vois un fil Bon, conducteur qui se super. poursuit. Merci encore, Charlotte, Un grand merci à toi. et bonne continuation à Rani. À bientôt.